Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à l'atelier Femmes et numérique. En constat du peu de féminisation dans le domaine du numérique, le Forum, par son atelier Femmes et numérique, souhaite sensibiliser l'opinion pour promouvoir l'inclusion des femmes dans le numérique, leur ouvrir les métiers dans une réelle mixité et parité, afin d'apporter leurs valeurs partagées dans les futures conceptions de la société à l'ère du numérique, et que leur intelligence soit pareillement contributive dans la construction des principes et outils élaborés pour et par la nouvelle révolution et l'emprise de l'intelligence artificielle. L'atelier rendra un manifeste et ses recommandations sur les actions attendues des instances gouvernementales, des organismes et tout autre acteur dans la future hégémonie du numérique pour que la place des femmes y soit essentiellement reconnue. Alors, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir pour la première table ronde Elisabeth Le Garrec, chargée de projet chez Bicomtech, et une de ses ambassadrices, Alissa Jura. Ensuite, nous aurons Marie-Lisa Durban, responsable du programme Maison digitale de la Fondation Orange, programme aussi présenté par Elisabeth Ehabé, secrétaire générale de la Fondation Orange au Cameroun. Ensuite, nous aurons Carlota Gradin, juriste, chercheuse spécialisée sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle est aussi vice-présidente du plaidoyer d'ONU Femmes France. Pour la deuxième table ronde, nous aurons Corinne Hirsch, conférencière, autrice, experte sur l'égalité entre les femmes et les hommes auprès des entreprises. Elle est aussi cofondatrice et vice-présidente du laboratoire de l'égalité et coordinatrice de Femmes ici et ailleurs. Claudine Monteil, écrivaine, historienne, conférencière, notamment biographe de Simone de Beauvoir, et ancienne diplomate française, elle est conseillère à la Commission nationale française pour l'UNESCO. Elle est également vice-présidente de Femmes Monde. Enfin, nous aurons Wafa Sananès, chargée de mission principale à l'Agence française du développement, qui abordera l'action que fait la France en termes de politique publique, aide aux projets, aide financière dans plusieurs régions et pays du monde. Sans plus attendre, je vais lancer la première table ronde, dirons-nous. Pensons que effectivement, nous n'avons pas encore trouvé de termes adaptés à nos webinaires, à nos webconférences. Et donc, je parlerai de toute manière dans cet atelier de table ronde. Et donc, la première table ronde, c'est sur l'éducation des femmes et des filles au numérique. Et je passe la parole à Elisabeth Le Garrec. Elisabeth, c'est à vous. Merci beaucoup, Michel. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Elisabeth Le Garrec, chargée de projet pour Bicomtech. Et donc, je remercie la clé d'avoir convié Bicomtech à ce webinaire et pour le très bon travail de coordination mené par Michel Duboucher. Donc, la crise sanitaire que nous vivons actuellement accélère la digitalisation de la société. Et dans la tech, on sait à quel point les femmes et les filles ne participent pas suffisamment à la création du monde de demain, façonné par le numérique, et elles en sont exclues de fait. Seulement 10% des salariés qui exercent des fonctions techniques dans le numérique sont des femmes. Le Global Gender Gap Report du World Economic Forum nous a montré récemment que la crise sanitaire a des effets très négatifs sur l'égalité de genre. La maîtrise de l'informatique et du numérique est un enjeu d'égalité, puisqu'elle permet l'accès aux droits, à l'éducation, à la vie professionnelle, mais aussi à une citoyenneté éclairée. Bicomtech est donc une association nationale qui agit pour la mixité dans l'informatique et le numérique à travers 2 programmes phares, Jump in Tech et Ambassadrice. Les programmes Jump in Tech et Ambassadrice apportent des solutions concrètes et socialement impactantes. Les objectifs principaux de Jump in Tech sont 1. De lutter contre les inégalités sociales et de genre rencontrées par les filles. 2. Favoriser l'acquisition par les filles d'une culture et de compétences informatiques et numériques pour soutenir leur émancipation.
3, inspirer des filles dans leur but de leur permettre d'accéder aux métiers du 21e siècle et donc de réduire l'écart entre les filles et les garçons dans le secteur de l'informatique. Jump in Tech est un programme d'été intensif et gratuit qui sensibilise les filles de 14 à 17 ans aux enjeux d'égalité et à la place des femmes dans le numérique. Les participantes acquièrent des compétences techniques comme la programmation et des compétences transversales comme la prise de parole en public. Et elles ont l'opportunité de visiter des entreprises et d'échanger avec des femmes inspirantes qui travaillent dans le secteur de la tech. Notre deuxième programme phare, le programme Ambassadrice, lutte contre la désaffection des jeunes femmes dans le secteur numérique et les accompagne dans la durée toutes les filles de la communauté nationale qui ne cessent de grandir chaque année. Une fois devenues des championnes du numérique grâce au programme Jump in Tech, les alumnés rejoignent la communauté nationale des ambassadrices, dont vous entendrez le témoignage juste après, grâce à Alicia Jurad. Les ambassadrices sont des filles qui sont engagées pour la mixité dans le numérique et qui impactent le plus grand nombre à travers leur prise de parole lors d'événements prestigieux, mais aussi la formation de tout public à la programmation ou encore la sensibilisation dans des établissements scolaires. Notre culture digitale et celle de nos ambassadrices continue d'être un atout dans cette crise inédite. Toute l'équipe de Bicomtech est mobilisée pour que cette crise puisse déboucher sur des avancées en matière d'égalité et non l'inverse. Nous avons par exemple ouvert nos programmes en distanciel, mené des sensibilisations en ligne, prêté du matériel informatique à celles qui en exprimaient le besoin ou encore ouvert nos programmes aux publics ruraux. Depuis sa création, le but de Bicomtech est en effet de mener des projets impactants, c'est-à-dire qui ont des effets durables sur les trajectoires des filles. Il était donc pour nous essentiel de mesurer cet impact durable à travers une étude d'impact menée en 2020 par l'agence phare. Cette étude a certifié l'impact de Bicomtech sur 5 axes majeurs. Le premier était le développement de compétences numériques par les filles. Le second, le changement des représentations sur le numérique et la place des femmes dans ce secteur. Il y a eu aussi la constitution d'un collectif solidaire, la capacité à s'exprimer en public et à porter des messages, comme vous le verrez avec la prise de parole d'Alicia juste après, et l'élargissement des perspectives d'orientation, notamment vers le numérique. Avec ces programmes et leurs impacts, Bicomtech contribue à plus d'égalité dans le numérique. Je laisse à présent la parole à Alicia, ambassadrice Bicomtech, et qui va vous parler de l'impact de Bicomtech sur sa propre trajectoire, tant en tant que participante au programme Jump in Tech qu'ambassadrice Bicomtech. Merci. Merci Elisabeth. Bonjour à tous, je m'appelle Alicia Jurad, j'ai actuellement 16 ans, bientôt 17. Je suis étudiante actuellement au lycée général dans le 77 à Ponto-Combo et je suis ambassadrice Bicomtech depuis maintenant 2 ans, après avoir participé à la formation Jump in Tech en 2019. Alors, comme vous l'aurez compris, je suis une fille et j'aime le numérique et j'en suis assez fière d'ailleurs. Et si je suis là aujourd'hui, c'est justement pour remercier Bicomtech en fait et témoigner de l'impact qu'elle a eu dans ma vie. Que ce soit tant dans le programme Jump in Tech que dans le programme Bicomtech. De quoi il s'agit? Parce que honnêtement, Bicomtech m'a apporté sur beaucoup de points. D'une part, la perte de temps numérique. C'est-à-dire que depuis Jump in Tech, je perds énormément de temps dans la recherche, dans la retranscription de recherche, que ce soit dans le cadre professionnel ou personnel. J'ai pu apprendre avec eux des astuces, des raccourcis clavier, et aujourd'hui, je peux être fière de dire que je suis une pro de l'ordinateur. Et tout ça grâce à Bicomtech et à tout ce qu'il a pu m'apporter. Deuxième point non négligeable, la programmation. Aujourd'hui, je suis capable de coder en HTML et CSS, ce qui n'était absolument pas le cas il y a 2 ans à peine. Quand on a parlé de programmation à Jump in Tech, quand j'ai démarré en 2019, en vacances 2019, je ne savais pas du tout ce que c'était la programmation, soyons honnêtes, et je pensais que c'était exclusivement réservé à la gente masculine, ce qui n'était absolument pas le cas. Donc Bicomtech m'a aidé à déconstruire en fait ces stéréotypes-là et justement me frayer une voie dans le milieu du numérique, ce qui n'est pas négligeable. Encore autre point, ce qui m'a aidé notamment aussi dans la programmation, c'est qu'on ne se rend pas forcément compte que ça peut nous aider au quotidien. Or si, quand je suis rentrée en seconde dans le lycée général, on a eu une nouvelle matière, SMI, qui justement était centrée sur la programmation numérique. Et de toute la classe, j'étais la seule, garçon et fille confondus, à déjà savoir coder en HTML, CSS. J'étais d'ailleurs l'assistante de mon professeur, que ce soit pour ma classe ou pour d'autres classes. Donc ça a valorisé non seulement mon image au sein de mon lycée, mais également mes moyennes et aujourd'hui mon dossier scolaire en bénéficie. J'ai pu également réapproprier des compétences plus large, hors et en contexte, en fait, notamment la valorisation de mes projets professionnels et personnels. Quand je dis ça, je parle de la présentation orale, notamment, mes présentations sont beaucoup plus fluides, plus éclairées et plus professionnelles. Notamment dans la DigiWeek auquel j'ai participé, c'est-à-dire une semaine de stage à l'ESD, l'école supérieure du digital que j'ai faite récemment. Et durant cette stage, en fait, qui était entièrement tourné vers le numérique et le digital, sachez qu'il y avait une grande majorité de garçons et que j'étais la seule fille.
Or, j'étais la seule à savoir coder HTML encore une fois. Et ça, c'est extrêmement valorisant pour moi à titre personnel. J'ai pu également revaloriser mes compétences orales la semaine dernière, justement, au webinaire de la préfecture du Val-de-Marne pour la réussite éducative, justement, dirigé par le préfet du Val-de-Marne et le recteur de l'Académie de Créteil, ce qui a été encore une fois très valorisant sur le point professionnel. Et enfin, je parle beaucoup de projets, parce que je mène beaucoup de projets, et en particulier un qui me tient énormément à cœur, un projet d'application Cyber Community qui lutte contre le cyberharcèlement, qui est justement un des domaines clés de la numérisation de notre société d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, cette application en fait vise à mettre en lien des personnes qui ont déjà été cyberharcelées et harcelées et des personnes qui le vivent en fait. L'idée, c'est de mettre en confiance ces personnes, ces victimes en fait, de manière à ce qu'elles puissent délier les langues et créer un réseau en fait d'entraide commune. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et vu qu'il me tient à cœur, je tiens également à le présenter au Festival Génération Égalité. Donc, je vais le présenter pas plus tard qu'après-demain. Donc, du coup, je réponds à l'appel à la manifestation d'intérêt portée par ONU Femmes France et en espérant que cette application sera labellisée ou aura un prix, je ne sais pas. Mais en tout cas, Bicomtech m'a aidé à développer ce côté entrepreneur et voulant vraiment participer à la société de demain. Et toutes ces compétences, en fait, me servent aujourd'hui. Notamment à l'aspect familial parce que ça m'a permis d'être la première de ma famille à insérer le numérique à l'intérieur d'elle, notamment par le biais de ma sœur qui aujourd'hui fait également partie de la communauté ambassadrice et j'en suis extrêmement fière. En d'autres termes, il est possible de ne pas forcément se rendre compte de l'impact Bicomtech tout de suite après la formation, ce qui a été mon cas. Mais il est indéniable que toutes ces compétences en fait m'ont servi et me servent encore aujourd'hui en et hors contexte numérique. En fait, ça sert partout. Qu'elle soit technique ou orale, j'ai énormément évolué grâce à Bicomtech et grâce aux compétences qu'elle m'a apportées. Et aujourd'hui, c'est une très grande fierté pour moi, vraiment. Aujourd'hui, la place de la femme dans la tech est beaucoup trop infime par rapport à toutes les demandes, en fait. Et je suis vraiment d'avis que la femme doit véritablement prendre sa place dans ce milieu qui est les métiers de demain. Que dis-je? Les métiers d'aujourd'hui. Si on nous prive de ça, en fait, nous ne serons pas actrices de ce monde dans lequel nous vivons et ce serait vraiment dommage de perdre un tel pourcentage d'esprit brillant qui est le cerveau de la femme. Je prends donc la parole aujourd'hui pour faire bouger ces lignes en fait et dégager ce stéréotype de se dire que la femme n'est pas capable. Au contraire, elle est capable. Et si je parle aujourd'hui, c'est vraiment au nom de toutes ces filles qui ont fait le pas d'y aller en incitant celles qui n'ont pas encore osé à le faire. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Oui. Merci Lisa pour ce témoignage, mais surtout pour votre implication, votre action. Vous serez, je pense, un modèle aussi. On parle de rôle modèle, mais je pense que par rapport aux jeunes filles qui veulent se lancer effectivement dans ces actions du numérique, je pense que vous allez devenir vraiment une jeune fille, une future femme, on va dire, modèle effectivement dans le domaine, comme vous l'avez précisé, de la programmation, des applications. Et merci Elisabeth donc de manager, on va dire, et piloter et animer toute cette nouvelle jeunesse prometteuse. Voilà. Donc bonne chance et nous vous souhaitons la totale réussite et maîtrise dans vos projets et vos actions. Voilà, magnifique, vous êtes vraiment formidable. Nous avons vu donc avec Bicomtech l'action que mène l'association et ses ambassadrices. Je renouvelle effectivement que vous êtes une exemplaire, on va dire, au niveau de la France. Mais le numérique, bon, c'est effectivement un domaine international. Et nous allons donc aborder cet aspect d'impact, effectivement, des femmes en numérique, l'éducation des femmes en numérique, mais sur le plan international. Et pour cela, je remercie Marie-Lisa Durban, de la Fondation Orange, de sa présence. Marie-Lisa, c'est à vous. Merci beaucoup, Michel. Bonjour à tous et à toutes. Merci à Bicomtech et à Alicia pour ce témoignage avec beaucoup d'émotion et beaucoup d'efficacité.
juste pour partager un petit peu avec vous ce que fait la Fondation Orange. Cette fondation d'entreprise agit dans les domaines de l'éducation et la santé dans tous les pays où le groupe Orange est présent. Ces actions s'adressent prioritairement aux populations les plus vulnérables, c'est-à-dire des jeunes et des femmes. Dans ce cadre, nous avons mis en place le programme Maison Digitale en 2015. Aujourd'hui, avec des partenaires associatifs et institutionnels, nous avons créé 320 de ces maisons digitales dans 23 pays en Afrique, Moyen-Orient et en Europe. Plus de 40 000 femmes ont bénéficié des formations au numérique. Alors, vous allez me demander, alors c'est quoi une maison digitale? C'est un espace de formation équipé avec des outils numériques, des supports pédagogiques et une animation assurée par un partenaire associatif ou institutionnel et souvent aussi par des bénévoles salariés du groupe Orange. Le programme Maison Digitale est déployé dans beaucoup de pays et de différentes où les femmes en situation de précarité rencontrent des problématiques très variées. Pour certaines, la priorité sera de trouver un emploi ou de créer leur propre activité économique ou micro-entreprise. Pour d'autres, de gagner en confiance puisqu'elles ont subi un épisode traumatisant, comme par exemple des violences conjugales. Ou pour d'autres encore, de gagner en autonomie par l'acquisition de la lecture et l'écriture. Le programme Maison Digitale est flexible et se présente comme un panel de formation dont les contenus sont adaptés en fonction des besoins des femmes dans chaque pays. Les apprenantes peuvent s'initier ou se perfectionner à la bureautique, à la gestion, à l'utilisation d'Internet. Certaines femmes vont consolider les connaissances de base. Certaines vont découvrir l'usage d'un ordinateur ou d'une tablette qu'elles ne connaissent pas du tout. D'autres vont apprendre à rédiger un CV et une lettre de motivation sur un ordinateur. Quelles qu'elles soient, ces formations sont une clé vers l'indépendance économique des femmes. L'un des premiers pays du groupe Orange à lancer le programme Maison Digitale est le Cameroun. Alors, je suis très, très heureuse aujourd'hui de passer la parole à Elisabeth Ehabé, secrétaire générale de la Fondation Orange Cameroun, et qui partagera avec nous son vécu et des histoires de femmes qui ont pris un nouveau départ grâce au programme Maison Digitale. Elisabeth, bonjour. Bonjour Marie-Lisa, bonjour à toutes ici connectées. Je suis ravie de faire partie de ce panel et de pouvoir partager les expériences du Cameroun en particulier. Nous avons, Marie-Lisa vous a tout dit sur le programme. Je vais vous parler de quelques cas pratiques, des success stories, des femmes qui ont vu leur quotidien changer grâce à nos programmes. Nous nous sommes rendus compte qu'après la formation, pour celles qui veulent s'installer à leur propre compte, il y a un problème de manque de financement. Elles n'arrivent pas à trouver des crédits ou le capital pour pouvoir mener leurs activités génératrices de revenus. Alors, nous avons initié un certain nombre de projets. Par exemple, le projet de tontine améliorée, où nous apprenons à ces femmes de mieux gérer des petites structures d'épargne et de crédit qu'on appelle tontine ici chez nous. Ça leur permet de mettre ensemble leurs revenus et de financer leurs projets à tour de rôle et à faible taux d'intérêt. Donc, c'est un programme qui connaît une très grande réussite dans les villes où on a déployé en phase test. Nous avons une autre initiative qu'on mène en partenariat avec l'entreprise sociale française Isaït. Ça s'appelle les femmes connectées. Nous permettons aux femmes, n'est-ce pas, d'accéder à la plateforme d'externalisation des tâches digitales gérée par Isaït. Nous donnons à ces femmes formées dans nos maisons digitales qui ont déjà acquis les compétences numériques de base. Nous leur donnons la possibilité donc d'obtenir un laptop, une connexion Internet et Isaït leur forme, n'est-ce pas, pour qu'elles puissent devenir des opératrices de saisie des données en ligne. Elles participent donc au programme d'Isaït qui consiste à
récupérer les tâches que les entreprises ne veulent pas faire par leur personnel, donc des tâches chronophages et vraiment avec beaucoup de routine. Et Isaïe récupère ces tâches et les donne aux femmes dans les pays sous-développés qui peuvent gagner un revenu en faisant ces tâches en ligne. Ça peut être des saisies de données, ça peut être des recherches dans Google, etc., l'identification des images, des trucs vraiment chronophages. Et chaque femme peut gagner jusqu'à 280 € le mois. Donc, ça leur permet, n'est-ce pas, de faire des économies et de mener un projet générateur de revenus. Parce que l'objectif de ce projet avec Isaïe, de la connexion à la plateforme Isaïe, n'est pas d'y rester à perpétuité, mais c'est de pouvoir se faire des économies et de mener un projet de vie. Donc, l'une des conditions pour se connecter à ce programme, c'est de pouvoir présenter une activité génératrice de revenus à Isaïe qui soit validée par leur panel. Et par la suite, avec toutes les formations, vous avez accès à ce panel. Nous avons des femmes en formation actuellement. 15 ont déjà été outillées et sont opérationnelles. Nous avons 15 autres en formation dans 3 différentes maisons digitales. Et pour nous, il s'agit d'une phase test qui va être déployée à grande échelle plus tard. Nous menons aussi, en partenariat avec la Fondation France, le programme Coup de cœur féminin qui permet de financer des femmes dont le parcours est particulièrement touchant ou qui se sentent démarquées pour une raison ou pour une autre. Ça leur permet de monter une activité, mais comme tous les autres programmes que nous menons, il faut la précondition pour participer, c'est d'avoir été formé, d'avoir acquis des compétences en gestion des activités génératrices de revenus, en éducation financière et en informatique de base dans nos maisons digitales. C'est ce qui fait que la femme est prête à se lancer dans une activité ou même à trouver un emploi. Il y en a qui sortent et qui trouvent un emploi. Je vais vous raconter par exemple le cas de Tatiana. Tatiana qui a été obligée de quitter la ville où elle vivait avec son mari parce qu'il a perdu son emploi. Elle s'installe dans une plus petite ville et malheureusement, elle est une infirmière de formation, mais malheureusement, il n'y a pas de structure sanitaire capable de lui donner un emploi. Donc, elle se retrouve à la maison, les choses sont très difficiles, son mari n'a pas de boulot. Elle est obligée donc de chercher d'autres moyens pour sortir de la précarité. Elle entend parler de la maison digitale, elle s'inscrit, elle se forme et par la suite, elle gagne le concours Coup de cœur féminin pour l'année 2019. Et elle a pu s'installer après sa formation. Elle a créé un secrétariat bureautique. Elle vend du matériel du bureau et elle fait des saisies pour les populations et elle gagne très bien sa vie. Donc ça, c'est un cas d'une femme qui a été installée grâce au programme Maison Digitale. Nous avons d'autres qui font des activités telles hôtellerie, restauration, mais vraiment tous, ce sont des femmes qui ont vu leur quotidien changer. Tout d'abord, je vais parler de la reprise de confiance en soi. Parce que quand une femme a vécu longtemps dans la précarité, elle n'a plus confiance en elle-même, elle est dépendante sur tout le monde, peut-être un mari, peut-être un copain, peut-être sa famille, et elle se retrouve abattue. Donc, la première des choses qu'elle nous dit, c'est merci Fondation Orange de nous avoir sortis de cette situation de précarité. Nous sommes capables maintenant d'auto-gérer nos activités, des compétences très, très pratiques qu'elle reçoit, par exemple, utilisation d'Excel pour faire la comptabilité de base pour une activité génératrice de revenus. Ça. Et en général, le slogan qu'elle a adopté ici, c'est que nous ne sommes plus des analphabètes du 21e siècle. Et elles le disent, nous sommes désormais à la page. Nous sommes des femmes, elle me dit, nous sommes les femmes Android. Donc, vraiment, c'est un programme qui permet de changer complètement la perspective des femmes, leur donner, redonner espoir, leur redonner confiance et leur sortir des situations de précarité dans lesquelles elles vivaient avant d'entrer en contact avec le programme Maison Digitale de la Fondation Orange et tous les autres programmes concrets autour, au fur et à mesure qu'on déploie pour pouvoir mieux les accompagner au quotidien. Bien. Mais écoutez, beau programme, effectivement.
porté par la Fondation Orange, certes, mais surtout porté par vous, Elisabeth, au niveau du Cameroun. Je pense effectivement que d'autres pays africains sont aussi concernés, hein, mais nous avons choisi avec Marie-Lisa par rapport effectivement à l'efficacité qui est reconnue dans votre action au niveau du Cameroun et par là même par rapport au fait de pouvoir donc donner l'autonomie financière, mais en fait, on ne donne pas l'autonomie aux femmes. C'est elles qui le revendiquent et c'est elles qui prennent leur propre autonomie. Et c'est dans ce sens, effectivement, de confiance en elles, comme vous dites si bien, qu'elles arrivent à acquérir cette, comment dirais-je, cette démarche de pouvoir, effectivement, être influentes au niveau de l'économie, mais surtout d'apporter pour elles une satisfaction réelle de savoir-être et pouvoir être surtout également. Vous passerez un petit message à Katiana, puisque vous l'avez cité, et à toutes les femmes, bien sûr, que vous entourez et que vous, comment dirais-je, conseillez, assistez auprès du Cameroun. Merci de votre participation, vraiment, et voilà, peut-être finalement à une autre fois, car nous pensons que les aspects webinaires ne s'arrêtent pas aujourd'hui ni demain, et qu'il y aura d'autres occasions, je l'espère, de vous entendre encore, Elisabeth. Merci. Merci Elisabeth, merci Marie-Lisa de ce bel exemple. Ça sera avec plaisir. Nous sommes sur le plan international, l'éducation effectivement des femmes au numérique. Je vais maintenant donner la parole à Carlota Granat. Carlota, elle fait partie de ONU Femmes France, donc de l'ONU, et par là même, vous savez que ONU Femmes France est aussi co-organisatrice du futur Forum Génération Égalité qui est donc piloté actuellement par la France et le Mexique. Et je remercie ONU Femmes France de cette présence dans cet atelier par l'intermédiaire donc de la représentation de Carlota. Carlota, c'est à vous. Vous allez, je crois, nous présenter le programme d'ONU Femmes France et d'ONU en général dans le monde. Voilà. Merci beaucoup, Michel, pour cette introduction. Je suis vraiment contente d'être parmi vous. Je remercie beaucoup les intervenantes et je félicite beaucoup la clé pour ces forums, pour ces magnifiques forums qui a commencé il y a 2 jours. Donc oui, vous avez cité Michel, ONU Femmes France. Nous sommes le comité national, donc une association loi 1901 qui appuie ONU Femmes, donc l'agence onusienne des Nations Unies en France. Et on a comme objectif de faire des actions de plaidoyer et aussi de mobiliser des ressources pour les programmes d'ONU Femmes qui œuvrent dans plus de 100 pays du monde. Donc aujourd'hui, je vais commencer par un constat et ensuite vous donner un aperçu des actions d'ONU Femmes dans le monde parce que c'est surtout le siège donc ONU Femmes qui œuvre pour le numérique et ensuite faire une petite conclusion avec aussi ce qui a été dit par Elisabeth Legarec et aussi Marie-Lisa Durban de la Fondation Orange. La pandémie, on l'a dit aussi tout à l'heure, a montré au plus grand nombre que le numérique est vraiment essentiel. On l'a vu avec les applications et les systèmes d'assistance en ligne qui peuvent constituer une défense vitale pour les millions de femmes victimes de violences, mais aussi que les appareils mobiles peuvent venir en aide aux femmes souffrant des conséquences économiques de la pandémie. Et aussi, avec un accès suffisant, les programmes d'apprentissage en ligne permettent aux filles de ne pas abandonner l'éducation, mais d'être mieux équipées pour un avenir hautement numérisé. Pourtant, dans le monde, 3,6 milliards de personnes ne sont pas connectées et les filles, les femmes et les groupes marginalisés sont les moins susceptibles d'avoir un accès à la technologie. Et l'écart entre les femmes et les hommes en matière d'utilisation d'Internet s'est creusé au lieu de se réduire. Il est aujourd'hui de 17% au niveau mondial et 43% dans les pays à faible revenu. Et on le sait que les femmes représentent 56% des personnes financièrement exclues de l'économie numérique. Mais ces écarts ne font que montrer les inégalités et les discriminations qui existent dans nos sociétés aujourd'hui.
Et nous avons pu constater avec les précédentes interventions que les technologies numériques peuvent améliorer considérablement la participation des femmes à la vie économique et renforcer leur autonomie sociale. Et on l'a vu avec Madame Eabé notamment, certaines technologies offrent aux femmes la possibilité de contourner ou de sauter certains obstacles culturels auxquels elles sont confrontées hors ligne et en particulier dans certains pays. On a des exemples qui arrivent du monde entier. Par exemple, quand les femmes, pendant les protestations au Soudan en 2018, n'ont pas pu joindre les manifestations, en particulier les femmes rurales qui sont généralement très limitées par les structures patriarcales qui sont profondément enracinées, ont pu enregistrer et partager leur soutien via les médias sociaux, donc notamment Facebook et Twitter, mais aussi au Rwanda, on a des exemples des femmes agricultrices qui sont connectées aux informations, au marché et aux finances grâce aux technologies mobiles. Donc l'action d'ONU Femmes, c'est vraiment celle d'œuvrer afin que le numérique et l'éducation des femmes sur ces sujets permettent aux femmes et aux filles de s'émanciper, de participer à la vie politique et d'améliorer leur situation économique et aussi de promouvoir la paix. C'est d'ailleurs le cas en Libye, où savoir utiliser Internet et les réseaux sociaux permet au réseau des femmes faiseuses de paix de s'organiser et de créer des actions communes. C'est pour cela d'ailleurs qu'ONU Femmes soutient les réseaux des femmes libyennes pour la consolidation de la paix, qui est un nouveau réseau des femmes représentant un large spectre social dans une Libye encore très divisée par la guerre. Et comme l'a très bien dit Elisabeth Legarec et Alicia aussi, parce que c'est vraiment une bénéficiaire qui a pu nous donner l'exemple des actions aussi de Become Tech, c'est que le numérique, c'est un outil qui permet de lutter contre les stéréotypes. Et notamment ONU Femmes au Kyrgyzstan a permis à des femmes rurales de la province de Talas entre 10 et 18 ans d'apprendre à coder grâce à une toute première caravane de codage qui a été lancée en 2019 et qui est soutenue par ONU Femmes et qui a pu aider et former 600 filles à coder. Mais je peux aussi vous citer d'autres exemples. Toujours dans cet esprit, en République dominicaine, ONU Femmes a soutenu le projet du Centre de recherche sur l'action des femmes, le CIPAF, dans le but vraiment de stimuler l'intérêt des filles pour les mathématiques et réduire les fractures numériques entre les femmes et les hommes. Et des fois, ces efforts de la société civile sont répayés parce qu'effectivement, en 2016, le ministère de l'Éducation de la République dominicaine a annoncé l'intégration des deux de ces programmes dans les écoles primaires et secondaires. Donc, ce qui montre que l'activité de la société civile est vraiment importante pour impulser des bonnes pratiques et qui ont pour mission de renforcer la confiance en soi des filles et aussi comprendre des formations à la robotique, à l'électronique et au codage. Ensuite, je reviens un peu en Afrique parce que même si on a eu beaucoup effectivement de références avec la Fondation Orange, ONU Femmes en Afrique travaille beaucoup avec les femmes agricultrices et ONU Femmes a permis de soutenir un projet au Sénégal dans le cadre du projet d'appui aux femmes dans l'agriculture et le développement durable, qui a pu faire bénéficier à des femmes agricultrices d'une formation au pilotage des drones qui va vraiment faciliter l'inspection de leurs champs et améliorer les rendements. Donc, on a vu toutes ces actions plutôt dans le terrain, mais on a aussi, ONU Femmes a également cofondé une partenariat mondial pour l'égalité des sexes à l'ère numérique qui s'appelle Equals. Et je ne peux pas oublier, comme vous l'avez dit Michel tout à l'heure, qu'à l'approche du Forum Génération Égalité, qui aura lieu en juin prochain, l'une des 6 coalitions d'action concerne les technologies et les innovations pour l'égalité des sexes. C'est là afin que les systèmes des Nations Unies, avec les jeunes, la société civile, les gouvernements et les secteurs privés, soient vraiment unis pour catalyser une action collective qui offre aux femmes et aux filles un accès égal aux technologies numériques et des opportunités de concevoir et influencer les innovations numériques. Et je remercie beaucoup Alicia Jourad parce qu'elle a cité notre appel à manifestation d'intérêt, donc plus sur les volets ONU Femmes France.
qu'on a lancé, où effectivement toute action, tout projet qui concerne aussi le numérique est bienvenu. Et donc, notre appel à manifestation d'intérêt est encore ouvert parce qu'on a prolongé la deadline. Donc, j'invite aussi les participants à postuler s'ils ont aussi des projets à proposer. Et enfin, il ne faut pas oublier que les femmes et les filles sont touchées de manière disproportionnée par rapport aux hommes par les cyberviolences. Et c'est un peu mon dada, mais l'éducation au numérique ne doit pas oublier de former et d'informer les femmes et les filles, mais bien sûr aussi les hommes et les garçons, parce que c'est pas seulement un problème féminin, des risques des réseaux sociaux et des moyens qui existent pour prévenir et sanctionner les infractions en ligne, parce qu'Internet ne doit pas devenir un espace de violence nouveau, un autre espace, même si là c'est déjà le cas, ou des censures des femmes et des filles. Et nous le savons depuis une étude de plan international de 2020 qu'une fille sur 5 a quitté ou réduit son utilisation des réseaux sociaux après avoir été harcelée. Donc, j'ai conclu très rapidement. Nous l'avons vu en premier lieu par le témoignage d'Alicia et ensuite par la Fondation Orange à travers les maisons digitales dans 23 pays du monde, que l'éducation numérique est vraiment importante pour permettre aux femmes et aux filles de s'émanciper grâce au numérique. Mais les programmes d'enseignement ne doivent pas seulement s'efforcer de tenir compte de la dimension de genre, mais aussi de la transformer. L'éducation peut faire vraiment évoluer les mentalités et les discours selon lesquels la technologie, c'est pour les garçons. Et Alicia est vraiment un beau exemple qui nous a été donné aujourd'hui, qui oriente très souvent les filles sur les décisions concernant leur domaine d'études et les parcours professionnels. Donc, comme l'a très bien dit Marie-Lise Durban, les formations sont une clé vers l'indépendance économique des femmes et des filles et leur permettent de prendre un nouveau départ. J'ai conclu. Et enfin, comme elle a été affirmée par Elisabeth Legarec tout à l'heure, la crise sanitaire que nous traversons est la preuve que l'inclusion numérique des femmes et des filles est un enjeu majeur et que la maîtrise et la compréhension du numérique sont des facteurs décisifs d'émancipation. Merci beaucoup, Michel. Okay. Merci, Carlotta. Qui nous montre effectivement que le numérique est sur la lancée et que l'on peut effectivement tenir longtemps sur cette approche et cette démarche et que les femmes effectivement sont là et qu'il faut vraiment compter sur elles pour l'avenir, on va dire, qui est, on le sait, destinée à être une ère et une révolution numérique aujourd'hui. Sans plus attendre, parce que le temps passe vite et nous sommes nombreuses, mais j'ai tenu à donner la parole à un maximum, effectivement, de participantes pour cet atelier de famille numérique, parce que c'est une affaire de tous, mais surtout une affaire de toutes. Et donc, sans plus attendre, je vais passer sur la deuxième table ronde, le deuxième volet, qui est femmes et intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est l'affaire de tous et projette réellement une palette d'enjeux nationaux et internationaux. Et donc, pour cela et pour prouver l'implication et l'attitude et l'approche des femmes dans le domaine de l'intelligence artificielle, car il faut rester vigilant effectivement sur le fait que l'intelligence artificielle peut créer et peut creuser des inégalités supplémentaires que subissent déjà les femmes dans malheureusement beaucoup de domaines. Je vais donner la parole à Corinne Hirsch. Donc Corinne, c'est à toi. Corinne, je le rappelle, est vice-présidente, cofondatrice et vice-présidente du laboratoire de l'égalité. Et voilà, en tant que, comment dirais-je, participante également, bien sûr, au niveau de la clé. Corinne, à toi. Oui, bonjour, je représente aujourd'hui le laboratoire de l'égalité qui rassemble 1500 experts et expertes qui réfléchissons, travaillons sur le sujet de l'égalité au travail, avec ce qui se passe en amont ou à côté dans les capacités à creuser les inégalités. Et du coup, on s'est intéressé assez naturellement à l'intelligence artificielle il y a quelques années,
Alors, ce numérique, on vient d'en parler, il est partout, ça explose, on parle beaucoup d'accélération, mais revenir aussi au fait que l'intelligence artificielle, elle est dans notre quotidien aujourd'hui. C'est de l'intelligence artificielle qui aide à des diagnostics de santé, c'est de l'intelligence artificielle qui aide à conduire les voitures, c'est de l'intelligence artificielle qui donne des critères pour attribuer des logements. C'est de l'intelligence artificielle aussi qui aide à la décision en termes de recrutement, en termes de rémunération. Et donc, dans toute cette nouveauté, on avait un espoir que cette nouvelle technologie serait neutre ou en tout cas sans inégalité. Et puis finalement, on s'est dit et on a découvert qu'elle était un peu plus macho que ça, l'intelligence artificielle, si on veut la personnifier. Alors, pourquoi macho ? L'intelligence artificielle, on parle beaucoup comme si c'était une boîte noire, mais en fait, ce sont des langages informatiques qui vont se nourrir d'énormes quantités de données. Et ces données, ces bases de données, elles représentent la réalité d'aujourd'hui ou la réalité passée, elles représentent des opinions passées ou présentes, elle est un reflet de la société. Or, la société est inégalitaire, si elle l'était entre les femmes et les hommes, ça se saurait. Donc, déjà, l'intelligence artificielle, elle se nourrit de bases de données a priori inégalitaires. Et puis ensuite, ce sont des écritures et des algorithmes écrits par des experts de l'intelligence artificielle, de l'informatique. Et là, pour une fois, j'ai dit au masculin, parce qu'à 90%, ce sont des hommes. Et ce n'est pas que les hommes soient plus sexistes ou plus porteurs de stéréotypes, mais en tout cas peut-être moins porteurs d'alerte, de dire attention à ne pas continuer de perpétuer ces stéréotypes sexistes. Alors concrètement, comment ça se passe? Un logiciel de traduction, docteur en anglais, il le traduit par un médecin parce que dans les bases de données, en majorité, on parle de un médecin. Et puis pour nurse, il va traduire par une infirmière. En termes de rémunération, si on demande des propositions de salaire, l'intelligence artificielle, elle va aller voir dans la réalité et elle va se rendre compte que comme il y a 25% d'écart de salaire entre les femmes et les hommes, elle va proposer des salaires de femmes 25% inférieurs à ceux des hommes. Donc vous voyez, c'est comme ça que les choses se perpétuent. Or, comme c'est un langage numérique, il suffirait à cette intelligence artificielle de rémunération de lui dire, écoute, moi, ça ne m'intéresse pas que tu me proposes des rémunérations différenciées femmes-hommes, je voudrais que tu me présentes une rémunération égalitaire entre les femmes et les hommes et débrouille-toi pour aller calculer quelque chose qui soit égal et me proposer dans mon aide à la décision une rémunération égale. Et ça, c'est une ligne de code d'écriture. Donc, ce qu'on a voulu faire au laboratoire de l'égalité, à travers un livre, parce que c'était un peu compliqué à comprendre tout ça, donc je vous le montre, égal à égal. L'intelligence artificielle pas sans elle, un petit livre qui se lit en 1h30, écrit par Aude Bernheim et Flora Vincent, d'alerter que si nous ne faisons rien, nous sommes et nous allons continuer d'encoder les inégalités entre les femmes et les hommes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, la prise de conscience, et déjà rien que d'en parler aujourd'hui, ça y participe. Se dire aussi que lorsqu'il y aura davantage de femmes dans tous ces métiers, et les exemples qui nous ont été donnés justement à travers Bicomtech, d'apprendre aux jeunes femmes à s'insérer dans ces métiers du numérique le plus vite possible, apprendre à coder, ça va augmenter la part des femmes dans ces métiers-là, avoir du coup une vision plus mixte et une vision plus égalitaire. Mais tout ça, c'est du temps long, l'éducation. Alors, à plus court terme, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, les bases de données, les analyser, les contrôler, les auditer d'un point de vue sexué pour créer des bases de données égalitaires. Ensuite, pour les algorithmes, réfléchir dès le début, un peu comme l'exemple que je viens de donner, de dire on veut créer un programme qui donne des résultats égalitaires. Et du coup, pour le vérifier, tester les résultats et de nouveau analyser, sexuer les résultats que nous procurent ces intelligences artificielles. Pour ça, on a besoin de transparence dans les algorithmes, de comprendre comment ils sont écrits pour que tout le monde puisse se dire où est-ce qu'il pourrait y avoir des biais. Et du coup, dans le même ordre d'idées, se dire que les comités qui réfléchissent, les comités d'éthique qui réfléchissent à toutes les implications de l'intelligence artificielle, que ces comités soient paritaires pour qu'il y ait une vision mixte sur le sujet. Donc, on en a parlé, formé, sensibilisé. Et vraiment, ce qu'on dit, c'est que c'est plus facile de changer des lignes de code que de changer des mentalités. Et l'intelligence artificielle peut même aller plus loin.
c'est-à-dire qu'on parle d'encoding, ça serait un peu la version informatique de l'écriture égalitaire. Et dans un monde idéal, on pourrait imaginer de créer des intelligences artificielles qui elles-mêmes testeraient les bases de données, qui annoteraient les images dont l'intelligence artificielle se nourrit, qui pourraient, par exemple, dans les biographies, puisqu'il manque de biographies de femmes, pour donner des exemples, dans les recherches Google, l'intelligence artificielle pourrait écrire des biographies de femmes, pourrait mesurer, compter, pourrait nous aider. Donc, utiliser l'intelligence artificielle pour en faire un levier, pour faire avancer l'égalité entre les femmes et les hommes. On a cette conviction et c'est voilà, ce message qu'on veut passer à travers le laboratoire de l'égalité. Merci. Merci beaucoup Corinne. Je ferai des remerciements généraux à la fin, mais comme je vois effectivement les secondes s'égrener, je vais sans plus attendre passer la parole à Claudine Montaigne. Dans mon intro, j'ai parlé effectivement que l'atelier allait donc proposer une recommandation, je vous la citerai après, mais nous avons également élaboré un manifeste. Et donc ce manifeste, je te propose, Claudine, de nous en parler, mais également de parler peut-être de l'œuvre que fait l'UNESCO, puisque tu es conseillère donc, à la Commission nationale UNESCO, de voir également l'implication peut-être de l'UNESCO au niveau de la thématique de l'intelligence artificielle. C'est à toi, Claudine. Merci, bonjour à toutes et à tous. Claudine, je me permets 5 minutes, pas plus, si on peut, parce qu'après on aura Wafa également. Hein, d'accord, voilà. Je voulais dire d'abord que… Oui, bien sûr. Non, simplement pour vous dire que donc, je suis conseillère pour la France, pour la Commission nationale française pour l'UNESCO. Je suis également déléguée à diplomatie féministe La Clé. Effectivement, c'est un sujet qui a été pris à bras le corps, tant par La Clé que par l'UNESCO. Et n'oublions pas que nous avons une grande chance. L'UNESCO est la seule organisation des Nations Unies sur le territoire français, mais nous avons la grande chance qu'une femme française, ancienne ministre de la Culture, Audrey Azoulay, soit en ce moment a été élue directrice générale de l'UNESCO, et la question de femmes et intelligence artificielle fait partie de ses priorités, de la priorité de l'organisation. Nous avons effectivement pensé à un manifeste, tout ce groupe que vous venez d'entendre, et je dois dire que donc ce dont je vais vous parler n'est pas de moi, il est véritablement d'une coordination et du fruit de toutes nos discussions. Alors, un certain nombre d'éléments viennent d'être dits par les unes et par les autres. Je dirais donc que nous sommes quand même dans une révolution industrielle du numérique et des nouvelles technologies qui sont associées avec des conséquences graves pour l'égalité femmes-hommes et contre lesquelles les décideurs et décideuses, publics et privés, se doivent d'agir en urgence. Alors, il faut créer en particulier un environnement favorable au développement d'une intelligence artificielle égale entre femmes et hommes, comme l'a dit, d'ailleurs comme plusieurs d'entre vous l'ont dit, encourager l'accès des filles dans les filières de l'informatique, du numérique et du codage, créer des listes de mentors, de soutien à travers la France, inciter les chefs d'établissement et les enseignants et enseignantes à encourager systématiquement les filles à s'intéresser aux études scientifiques et technologiques, en leur présentant chaque année, c'est vraiment quelque chose à laquelle nous tenons, des portraits historiques de femmes remarquables qui pourraient les inspirer, et à organiser des événements dédiés à la prise de parole des femmes travaillant dans le numérique et l'informatique, avec des parcours divers et inspirants qui pourraient être des modèles accessibles pour les jeunes filles. Il faudrait former les conseillères et conseillers d'orientation au métier d'intelligence artificielle, pour qu'elles puissent orienter les jeunes filles vers ces secteurs, apprendre systématiquement aux filles à coder dès leur plus jeune âge, fixer des objectifs de progrès pour atteindre autant de femmes que d'hommes au poste d'intelligence artificielle, mettre en lumière et en visibilité les femmes en poste dans les métiers du numérique et de l'intelligence artificielle, équilibrer les informations consacrées aux femmes et lancer des campagnes systématiques de réalisation donc de portraits de femmes avec leurs parcours et accomplissements, pas seulement dans les écoles et dans les lycées,
mais notamment sur Wikipédia, des lives sur Twitch et YouTube, des stories sur Instagram. Pour information, c'est un travail que fait très efficacement également l'UNESCO. Créer des bases de données informatiques égalitaires et en accélérer leur diffusion et utilisation. Concevoir et développer des algorithmes égalitaires et vérifier leur éthique. Enfin, viser pour 2025, ce qui est bientôt dans 4 ans, systématiquement 50% de femmes dans toutes les entreprises et administrations en charge de la mise en œuvre de l'intelligence artificielle dans tous les métiers. Enfin, généraliser les labels, comme le label GEEIS, AI, enfin GE, etc. en anglais, Gender Equality, Diversity, European and International Standard, récompensant les actions des entreprises pour promouvoir la diversité et éviter les risques de discrimination dans les systèmes à base d'intelligence artificielle. Appuyer financièrement et par des actions visibles la création de start-up du numérique par des femmes. C'est très compte tenu du faible nombre de femmes dans les startups sur ces questions, les faire connaître et les présenter, ces jeunes femmes et ces startups où il y a des femmes, comme rôle modèle, inspiratrices pour les petites et jeunes filles. Enfin, orienter les filles vers les écoles du numérique et pénaliser celles qui ne respectent pas le principe de parité, encourager ces écoles à adopter des plans d'action en faveur de l'égalité femmes-hommes. Ce sont quelques recommandations, il y en a d'autres, que nous proposons, l'ensemble de cet atelier propose. Okay. Merci beaucoup, Claudine. Effectivement, ces recommandations, l'atelier, mais au travers le forum, et au-delà du forum, effectivement, toutes les associations et les organismes contributifs et contributifs, effectivement, à ces journées feront le plaisir, je pense, de porter notre manifeste, bien sûr, au-delà de ce forum et de ces journées. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Wafé Sananès. Là, on est davantage sur l'aspect des quels moyens pour réussir effectivement et pour aider toute cette éducation des femmes et des filles au numérique, et comment également participer et contribuer à la construction des outils et des applications à travers de l'intelligence artificielle, avec effectivement la participation paritaire, on le souhaite, au moins totalement intensive des femmes. Et donc Wafa Sananès fait partie donc est chargée de mission principale à l'Agence française du développement, et ainsi effectivement participe au pilotage, on va dire, au niveau même du sein de le ministère des Affaires étrangères, européennes et Affaires étrangères, donc au niveau de la France, participe donc au financement notamment de différents projets et sur le plan international. Wafé, donc l'action de la France à ce sujet. C'est à toi. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Il est 23. Oui. Donc, 5 minutes, laissez-moi 5 minutes pour conclure ou 3 minutes pour conclure. Voilà. Très bien. Bon, je vais articuler mon intervention autour de 3 axes principaux, brièvement. Je vais aborder la question de la diplomatie féministe et la manière dont elle est portée par la France et l'Agence française du développement. Dans un deuxième temps, je vais présenter quelques exemples concrets de projets sur le numérique et enfin quelques recommandations. Donc, comme vous le savez, la France est l'un des 6 pays au monde, avec la Suède, le Canada, le Mexique, l'Espagne et le Luxembourg, à avoir adopté une diplomatie féministe traduite dans un vaste programme d'action en faveur de l'égalité femmes-hommes. Aussi, les actions de l'AFD s'inscrivent-elles dans cette diplomatie féministe, faisant du développement un levier accélérateur du changement en faveur de l'égalité femmes-hommes. C'est ainsi que depuis 2018, l'Agence française de développement est passée à l'échelle supérieure, non seulement en termes d'engagement financier, mais aussi en termes de thématiques innovantes comme le genre et climat, le genre et numérique, la lutte contre les violences faites aux femmes ou même les violences obstétricales.
Concrètement, ce sont 100% des projets et programmes financés par l'AFD dans les États étrangers qui font l'objet d'une analyse des enjeux de genre et d'une notation selon le marqueur genre du cadre de l'OCDE. En 2019, on comptait 48,5% de projets en volume, donc le total des opérations, on avait 48,5% qui avaient un objectif significatif au principal de réduction des inégalités. Et en 2020, ce taux est passé à 67,1%, l'équivalent de 5,8 milliards d'euros. Donc, ce n'est pas négligeable. L'année 2019 a été une année exceptionnelle avec 749 millions totalement dédiés à la réduction des inégalités, ce qui atteste de cette volonté politique de traduire la diplomatie féministe. En plus des engagements renouvelés, nous avons un rendez-vous très important, celui du Forum Génération Égalité. L'AFD prend une part active dans l'organisation du forum avec 2 moments clés, 2 temps forts, la mise en place d'une coalition des banques de développement pour l'égalité suite au sommet Finance en commun qui s'est tenu en novembre 2020 à l'initiative de l'AFD et qui a réuni près de 450 banques de développement. Cette coalition a signé une déclaration pour la promotion de bonnes pratiques, mais surtout pour soutenir le financement de l'égalité de par le monde. Lors du Forum Génération Égalité, ces ateliers seront organisés pour définir des actions et des perspectives et pour établir une feuille de route d'ici Pékin +30. Le deuxième moment fort, c'est le fonds de soutien aux organisations féministes d'une enveloppe de 120 millions d'euros lancé en 2020 via des appels à projets. D'abord, le premier appel à projet portait sur les droits et santé sexuelle et reproductive de 15 millions d'euros, mis en œuvre par un consortium d'ONG piloté par Care France. Ce projet appelé Féministes en action couvre 31 pays sur toutes les sous-thématiques des droits et santé sexuelle et reproductive. En 2021, nous sommes en train de préparer 2 appels à projets, l'un sur la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, y compris le cyberharcèlement, et l'autre sur le genre équilibré. Quant à l'inclusion numérique des femmes et des filles, je voudrais donner 3 exemples pour illustrer mes propos. Le premier projet, c'est au Mali, il s'appelle Ginov. Il s'adresse à des jeunes ruraux, particulièrement à des femmes. On sait qu'au Mali, l'agriculture est le premier pourvoyeur d'emplois pour les 180 000 jeunes qui entrent chaque année sur le marché du travail. Pourtant, les débouchés professionnels de ce secteur restent peu attirants. Ce projet a donc pour objectif l'amélioration de l'attractivité du métier d'agriculteur avec une composante importante sur l'inclusion numérique des femmes rurales. Le deuxième projet au Sénégal s'intitule Inédit, mis en œuvre par Oxfam, s'adresse à 13 000 Sénégalais des zones rurales, essentiellement des femmes, pour l'utilisation des services financiers sur mobile adaptés à leurs besoins. Au Sénégal, seulement 7,4% de la population dispose d'un compte bancaire. Et enfin, un dernier projet dans les territoires palestiniens qui vise des diplômés chômeurs qui n'ont pas trouvé d'emploi et qui permet, avec le numérique, de les aider à trouver un emploi. Enfin, pour conclure rapidement, je sais que je n'ai pas eu beaucoup de temps, mais je voudrais dire que la pandémie du Covid a révélé quand même l'ampleur de la fracture numérique qui vient se superposer à d'autres vulnérabilités et fragilités. En temps de confinement, le numérique est devenu le vecteur du lien social, de l'école et du travail. Cette transition a accéléré sous l'effet de la crise sanitaire nécessite des savoirs et des savoir-faire que si on ne maîtrise pas, cela accentue l'exclusion des plus vulnérables. Je pense qu'il y a un mot pour conclure, ça serait peut-être plaider pour lutter contre les inégalités structurelles au sein du système scolaire et faire en sorte que les filles puissent aussi être orientées davantage sur des filières scientifiques et sur les STEM, les sciences, technologies, engineering et mathématiques, et faire en sorte justement que la formation tout le long de la vie soit un enjeu et que les femmes puissent accéder à cette formation, à l'alphabétisation numérique qui est aujourd'hui indispensable que savoir lire, écrire et compter. Je vous remercie.
Okay. Merci beaucoup, Wafé, d'avoir été concise et effectivement d'avoir tenu dans un temps très, très limité la présentation effectivement de l'action de la contribution de l'AFD. Il me reste en réalité, en écho de ton intervention, à citer la recommandation qui a été donc retenue par les participantes à l'atelier. Je vous la livre. Financer dans chaque pays et au niveau international des actions et opportunités de formation, d'orientation, d'emploi et de leadership pour les femmes et filles dans le numérique. Voilà, cela conclut notre atelier. Merci à toutes celles qui sont venues participer. Merci à celles et ceux qui nous ont suivis. Notre atelier se trouve être un des 2 derniers de la série, mais notre forum continue. Rendez-vous à la plénière à 14h30. Donc, à tout à l'heure. Encore merci à tous et à toutes.